J'ai interrogé depuis exactement 40 ans 77 tueurs et tueuses en série. Tout d'abord, il faut savoir que tueur en série n'existe pas dans le code pénal français. Mais selon la définition du FBI, c'est au moins 3 meurtres avec un certain intervalle entre chacun des crimes. Et moi, j'y ajouterais au moins un mobile d'ordre psychologique pour les différencier des tueurs de masse comme les tueurs de Columbine, comme Anders Behring Breivik ou Toya ou Richard Durn qui a abattu les membres du conseil municipal à Nanterre. Si je m'intéresse aux tueurs en série, c'est parce que ma première compagne a été violée et assassinée par l'un d'entre eux. Et lorsque l'individu a été arrêté, 2 ans plus tard, en 1978, le concept n'existait pas. On les qualifiait de mass murderers, tueurs de masse ou tueurs fous, choses qui sont ni l'un ni l'autre. Et en tant que partie civile, j'ai eu accès aux aveux du tueur et ça m'a paru comme un crime totalement gratuit. À ce moment-là, j'ai voulu en savoir plus et à ma grande surprise, je me suis rendu compte, aussi bien à l'Institut de criminologie, librairie du Congrès à Washington ou ailleurs, il n'existait aucun ouvrage sur ce domaine particulier de tueurs multirécidivistes. Même pas des études en profondeur. Donc je me suis dit petit à petit que la meilleure façon d'essayer de comprendre, c'était d'aller à la source et de les rencontrer. Les policiers qui ont mené les investigations sur le meurtre de ma compagne et qui me tenaient régulièrement au courant, ont compris le sens de ma démarche, m'ont permis d'avoir accès à des dossiers qu'ils avaient traités et m'ont permis d'obtenir mes premières autorisations. Très rapidement, lorsque j'ai eu la permission de filmer ces entretiens, il n'y en a à peu près que 15 à 20% qui ont été filmés, parce que par ailleurs, je n'ai pas eu les autorisations de filmer. Je me suis rendu compte, en lisant un supplément du New York Times où il y avait l'interview du patron de l'unité des sciences du comportement du FBI à Quantico, Roger Depew, qu'eux-mêmes interrogeaient souvent les mêmes tueurs que moi. Et comme on le voit dans la saison 1 et la saison 2 de Mindhunter, tous leurs entretiens sont enregistrés en audio. Et donc moi, dès le lundi suivant, j'ai appelé l'attaché légal de l'ambassade américaine à Paris. Et j'ai dit, pouvez-vous transmettre ce message à Roger Depew, à Quantico, à l'Académie nationale du FBI, que moi je possède des rushs en vidéo, souvent avec les mêmes tueurs qu'eux ont interrogés, et est-ce que ça les intéresse que je puisse faire des copies de ces rushs? Roger Depew me téléphone à peine quelques jours plus tard pour me dire « Écoute Stéphane, ce serait génial si tu peux nous faire des copies ». À cette époque-là, en France, il y avait le SECAM, aux États-Unis, le NTSC, qui n'étaient pas compatibles. Donc j'ai fait transcoder en labo mes rushs. Je les ai donnés à l'attaché légal qui les a envoyés à Quantico. Et là, quelques semaines plus tard, nouveau coup de fil de Roger Depew qui me dit « Écoute Stéphane, tu nous as fait un cadeau fabuleux. On a fait des montages. À certains moments, tu poses des bonnes questions. À d'autres, tu te fais manipuler par les tueurs. Mais on voudrait te remercier pour ce cadeau. Et on te propose de venir suivre en tant qu'auditeur libre la formation de profiler à Quantico. Tout frais payé, tu seras hébergé au sein de l'académie. Est-ce que ça t'intéresse ?» Évidemment, ma réponse a été positive. Ça m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances, de techniques d'interrogatoire et de me créer un réseau personnel de centaines d'agents du FBI, de policiers anglo-saxons. Et maintenant, au fur et à mesure que mes bouquins sont traduits dans des langues étrangères, par exemple les 5 éditions de Serial Killer chez Grasset ont été traduits dans 17 langues différentes. À chaque fois, j'avais mis soit mon téléphone avant l'Internet
et après mon adresse mail. Et j'ai maintenant un réseau totalement personnel de entre 8 à 10 000 policiers à travers le monde qui me tiennent au courant de leurs enquêtes, des tueurs sur lesquels ils ont pu travailler et qui me proposent même de m'entretenir avec tel ou tel individu. Parce qu'évidemment, comme c'est des prisons de très haute sécurité ou des couloirs de la mort, suivant les pays concernés, il faut que vous ayez l'autorisation de l'administration pénitentiaire, du directeur de la prison, du détenu, de son avocat. Il faut que tous les clignotants soient en feu vert, sinon il n'y a pas d'entretien possible. Alors un entretien, au départ, le détenu peut être emmené menotté, encadré par des gardiens. À ce moment-là, je demande à ce qu'on me laisse seul à seul avec lui, qu'on le détache. Et sur les 77 entretiens que j'ai pu effectuer, un seul est resté menotté. Et un autre, je l'ai interrogé au travers d'une paroi vitrée par l'intermédiaire d'un téléphone. Tommy Lynn Sells, parce que dans ce couloir de la mort à Livingstone, dans le Texas, c'est la règle. Vous ne pouvez pas faire autrement. Quelquefois, je suis accompagné par un ou deux caméramans pour les entretiens, donc ça nécessite plus de temps, de fouilles à corps, etc. Mais j'ai quasiment, dans 95% des cas, un contact direct avec le criminel en question. Alors, parfois, les entretiens, on m'autorise une journée d'entretien, ça peut faire de 5 à 8 heures. Parfois, je peux avoir 10 jours consécutifs. La première fois où j'ai rencontré Ed Kemper, le géant qui est le tueur qui est mis en vedette dans la saison 1 de Mindhunter, 2,15 m, 160 kg, un quotient intellectuel qui dépasse celui d'Einstein. Je l'ai vu 10 jours consécutifs, mais en 84, ces entretiens n'ont pas été filmés. J'ai eu l'autorisation de pouvoir filmer Ed Kemper qu'en 1990. J'ai interrogé des tueurs en série en Australie, j'en ai interrogé beaucoup en Afrique du Sud aussi, principalement aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. J'en ai interrogé en Europe, en Allemagne notamment. J'en ai interrogé aussi en France, une dizaine, mais je n'ai pas le droit d'évoquer la teneur de ces entretiens. Un certain nombre ont été filmés, mais ça a été uniquement destiné à mes formations auprès de l'école de la gendarmerie nationale à Fontainebleau, auprès du CNFPJ, Centre national de formation de police judiciaire, l'ENAP à Agen, l'École nationale d'administration pénitentiaire, ou pour des sessions de l'école de la magistrature. Je n'ai même pas le droit de révéler le nom des tueurs en série français que j'ai pu interroger. D'ici quelques temps, on devrait m'accorder une visite privée dans la prison d'Ensisheim, près de Colmar, où il y a une vingtaine de tueurs en série français qui sont incarcérés. Parce qu'il se trouve qu'avec le directeur de la prison, qui est un fan de mon travail, on a animé ensemble des sessions de l'école de la magistrature qui s'appelle Crime de sexe, crime de sang. Et il m'a proposé une visite privée de ses pensionnaires. Derrière les barreaux, il y a des tueurs un peu oubliés maintenant, comme le tueur de Longwy, Vincenzo Aiutino, mais il y a surtout Francis Holm, le routard du crime, Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, et Michel Fourniret, qui emprunte régulièrement à la bibliothèque de l'établissement, qui est tenue par un tueur néo-nazi alsacien, Emmanuel Rist, les classiques de la littérature française, et il en corrige manuellement les fautes d'orthographe et les erreurs de style des auteurs. Les femmes tueuses en série représentent à peu près 12 à 15% par rapport aux hommes. En règle générale, elles acceptent moins d'être filmées, mais dans ma tournée L'univers des tueurs en série, je propose des extraits de mes entretiens avec une tueuse en série allemande
une infirmière de la mort absolument glaçante qui s'appelle Irène Becker et qui prétend avoir reçu des ordres directs de Dieu pour tuer tel ou tel patient qui n'était pas en état d'euthanasie ou autre. Et elle poussait la perversité jusqu'à convoquer les proches de ces malades pour qu'ils soient au chevet du malade lorsqu'elle leur pratiquait une injection létale. C'est vous montrer le cynisme absolument terrible de cette personne. Alors les tueuses en série, il y a 3 catégories différentes. Il y a les veuves noires qui vont tuer leur mari ou leur compagnon successivement. Récemment en France, on a eu la condamnation de Patricia Dagorn, une veuve noire de la Côte d'Azur. Il y a les infirmières de la mort. La plus célèbre d'entre elles, c'est Christine Malèvre, qui travaillait dans un hôpital de Mantes-la-Jolie. Mais récemment, il y a eu aussi une personne qui travaillait dans un établissement gériatrique à Chambéry qui a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Et 3e catégorie, qui est probablement la plus fortement sous-évaluée, c'est les mères qui commettent des infanticides en série. Pourquoi je pense qu'elle est sous-évaluée? Parce qu'on peut-être qu'un certain nombre de décès de ces enfants en bas âge sont passés pour des morts naturelles. Et là, je ne parle pas du tout de déni de grossesse. Et récemment, il y a eu la condamnation en appel dans les Hauts-de-France de Dominique Cottrel, une mère de famille mise en examen pour 9 assassinats et qui a été condamnée pour 8 d'entre eux. Elle enterrait les corps de ses enfants dans son jardin. Les femmes utilisent aussi des moyens beaucoup plus cachés et insidieux que les hommes, donc moins facilement détectables. Ça va être la suffocation, l'asphyxie, l'injection létale ou le poison. Voilà pourquoi je pense, avec des policiers, gendarmes, psychologues, que leur nombre est probablement sous-évalué. Toutes mes rencontres m'ont démontré que chaque tueur ou tueuse est totalement unique. Ils vont partager un certain nombre de traits communs, essentiellement l'absence totale de remords et de conscience. Dans 98% des cas, ils sont reconnus comme totalement responsables de leurs actes, c'est-à-dire qu'ils savent différencier le bien du mal au moment où ils commettent leurs crimes. Ce sont des personnalités de psychopathes qui n'ont pas d'affect, pas de remords, qui organisent leur série criminelle. Un seul a exprimé des remords, et lorsque je vais vous dire sa phrase, vous allez comprendre à quel type de personnalité on est confronté. C'est Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee, qui m'a dit « Écoute Stéphane, en commettant tous ces actes atroces et abominables, j'ai beaucoup de remords parce que j'ai le sentiment d'avoir gâché ma vie personnelle. Rien pour les victimes, totalement des remords égocentrés. » Il partage aussi le fait que dans 9 cas sur 10, ils ont des enfances dysfonctionnelles. Abandons parentaux, c'est généralement l'absence de figure paternelle, abus physiques, sexuels ou psychologiques sur l'enfant, problèmes d'alcoolisme et de drogue au sein de la cellule familiale. Mais inversement, vous avez des centaines de milliers d'enfants à travers le monde qui sont abandonnés, victimes d'abus, de maltraitance, et qui ne choisissent pas de devenir des délinquants et encore moins des criminels ou des tueurs en série. Celui qui m'a le plus marqué était shérif adjoint au moment où il a été suspecté de 34 meurtres. Il s'agit de Gérard Schaeffer, qui a été assassiné en prison en 1995. Je l'ai rencontré pendant 4 jours en novembre 91, dès l'instant où je suis face à lui, alors qu'il est d'apparence charmante, souriante, débonnaire. J'ai la chair de poule, ma colonne vertébrale qui se bloque, et cette impression de terreur absolue ne m'a jamais quitté pendant les 4 journées d'entretien.
Et lorsqu'en 2014, je décide d'écrire un livre sur lui pour Grasset, qui s'appelle Sex Beast, sur la piste du pire tueur en série de l'histoire, lorsque j'ai voulu visionner pour la première fois mes rushs de ces 4 journées, j'ai exactement revécu les mêmes sensations. Chair de poule, terreur absolue, colonne vertébrale bloquée. J'ai dû couper l'image pour ne garder que le son afin de retranscrire mes entretiens avec lui. Quelque chose de totalement inexplicable. Il y a peut-être aussi un second tueur que je n'ai pas rencontré, qui m'a totalement déstabilisé, c'est Michel Fourniret, sur lequel j'ai sorti il y a quelques mois L'Ogre des Ardennes, les derniers secrets de Michel Fourniret, parce que d'être confronté à une telle personnalité qui dit par exemple « Les familles de mes victimes devraient me remercier chaleureusement parce que, ayant violé leur fillette, je leur ai évité un traumatisme à vie en les tuant. » À elles et à leurs proches, et donc les familles devraient me remercier chaleureusement. Voilà la personnalité d'un Michel Fourniret, et c'est vrai que je ne me suis pas encore remis de l'écriture de ce livre, et l'expert psychiatre qui l'a interrogé le plus longuement, le docteur Jean-Luc Ployer, dont j'ai fait publier les mémoires il y a quelques semaines aux éditions Grasset, explique que lorsqu'il a rencontré pour la première fois Michel Fourniret, il a dû s'arrêter de travailler pendant 3 semaines pour se remettre de cet entretien, alors qu'il a fait 14 000 expertises judiciaires. Il a interrogé Francis Holm, il a interrogé l'adjudant Pierre Chanal, des disparus de Mourmelon. C'est vous dire à quel point certaines de ces personnalités psychopathiques peuvent vous affecter si vous ne savez pas vous protéger. La série Mindhunter est très réaliste, d'autant plus réaliste que les scénaristes ont dû visionner mes entretiens avec Ann Kemper, qui sont sur YouTube, parce qu'ils reprennent mot à mot toutes les réponses d'Ed Kemper dans la série qui est magistralement interprétée par l'acteur Cameron Britton. Effectivement, j'ai retrouvé les mêmes sensations avec David Berkowitz, avec Charles Manson que j'ai rencontré en 1984. Je trouve que c'est une série absolument extraordinaire. Je préfère d'ailleurs la seconde saison à la première, mais elle est extrêmement réaliste. Il faut comprendre que je ne suis pas OPJ, officier de police judiciaire. Donc lorsque j'interroge ces tueurs et ces tueuses, la plupart du temps, je ne suis pas limité, par exemple, par des horaires de garde à vue, comme des policiers qui ont 48 heures pour faire avouer un criminel. Moi, je ne vais pas aborder de plein pied la question de leur crime. J'ai le luxe, entre guillemets, de pouvoir les interroger 10, 50 heures, 100 heures, 200 heures quelquefois. Et donc, moi, mon rôle, ça va être de créer un lien avec des personnalités qui n'ont pas d'affect, pas d'empathie, des psychopathes manipulateurs et menteurs. Donc moi aussi, je vais jouer un rôle, je vais tenter de créer un lien, de devenir leur confident, entre guillemets, leur ami. Donc je suis présent face à eux, mais ce n'est pas mon vrai moi en fait. Et parfois, il m'arrive aussi, ça m'est arrivé notamment en Afrique du Sud et aux États-Unis au moins une reprise, de les interroger à la demande d'enquêteurs qui pensaient que peut-être je pourrais intervenir pour débloquer une situation, ce qui n'arrivait pas à créer de lien avec ce tueur qui n'était qu'un suspect au moment donné où il l'interrogeait. Donc voilà, tout ça, ça me permet de créer un lien. Mais une fois que l'entretien est terminé, je n'ai plus aucune envie de garder le contact avec ces individus. Alors, est-ce que j'ai eu quelquefois de l'empathie ?
à 2 reprises pour 2 d'entre eux, Tommy Lynn Sells et un tueur en série sud-africain, quand ils m'ont raconté les sévices abominables qu'ils avaient subis durant leur enfance. Tommy Lynn Sells avait un frère jumeau qui est décédé lorsqu'il était encore très jeune. Et leur mère adorait le frère jumeau décédé et détestait Tommy Lynn Sells. Et sur la tombe de celui qui est décédé, elle a mis Tommy Lynn Sells. Puis par la suite, alors qu'il n'était encore qu'un petit enfant, elle le louait à des voisins pédophiles. Donc c'est vrai que j'ai eu les larmes aux yeux lorsque ces 2 tueurs m'ont raconté leurs enfances, mais aucune empathie, aucune sympathie avec les adultes qu'ils étaient devenus et qui ont commis des sévices abominables sur leurs victimes. Alors j'ai confondé une des plus grandes associations de victimes qui s'appelle Victimes en série en France, avec notamment des avocats, les avocats qui ont défendu toutes les familles dans l'affaire des disparus de Mourmelon, l'adjudant Pierre Chanal et maître Gérard Chemla, Vincent Durtet, qui ont défendu la plupart aussi des familles dans le procès de Michel Fourniret et de Monique Olivier à Charleville-Mézières en 2008. Les présidents successifs de notre association ont été Daïna Le Guénan, victime survivante de Michel Fourniret, qui a été violée à l'âge de 14 ans en région parisienne. Puis ensuite, Jean-Pierre Leroy, le papa de Fabienne Leroy, une des victimes de Michel Fourniret, abattu sur le camp militaire de Mourmelon. Donc oui, les victimes, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Dans mon livre sur Michel Fourniret, le premier tiers du livre s'appelle d'ailleurs « Paroles de victimes », où je laisse la parole aux proches de victimes de Fourniret ou aux victimes survivantes. Et au fur et à mesure de mes déplacements pour cette série de rencontres, la tournée L'univers des tueurs en série, je rencontre des proches de victimes, des enquêteurs, des policiers, des magistrats. Hier à Strasbourg, j'ai croisé l'ex-compagne de Jean-Marc Rézère qui a vécu plus d'une dizaine d'années à ses côtés. Hélas, je n'étais pas présent, les parents de Sophie Le Tan qui désiraient me rencontrer, mais le cinéma leur a dit que c'était complet, donc ils ne sont pas venus. À Bourges, il y a quelques semaines, c'était inscrit pour ma conférence les parents du caporal Arthur Noyer qui sont venus me voir. Ce soir, je vais peut-être rencontrer à Colmar l'avocat de Françoise Aumann, maître Thierry Moser, que je connaissais déjà depuis pas mal d'années pour avoir fait des conférences et des débats avec lui, notamment à Mulhouse.